À toutes et à tous. Alors nous sommes très heureux de vous accueillir très nombreux aujourd'hui pour cet atelier qui a pour objectif de vous présenter les nouveaux outils qui permettent d'enclencher la procédure accélérée de, RQTH. Cet atelier donc vous est proposé par le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés d'Île-de-France, donc qui est un dispositif partenarial en faveur de l'insertion professionnelle et de l'emploi des personnes en situation de handicap, piloté par la DRIETS et auquel participent de nombreux partenaires. L'un des axes majeurs de ce plan régional est la prévention de la désinsertion professionnelle des actifs. Et donc, c'est dans ce cadre qu'il anime les travaux de l'instance de coordination du maintien dans l'emploi en lien avec le plan régional de santé au travail, PRST. Voilà, donc différents travaux ont été menés dans le cadre de cette instance de coordination, parmi lesquels la création d'un guide du maintien dans l'emploi qui est actualisé chaque année, destiné aux professionnels du maintien et que vous pourrez retrouver sur le site du PRITH. Et dans la lignée de ces travaux, vous pourrez aussi assister au cycle d'ateliers d'information à distance dédiés aux services de santé au travail, donc qui a été initié en 2021 et qui se poursuit depuis à raison de 3 à 4 ateliers répartis tout au long de l'année et que vous pourrez retrouver pour l'essentiel de ces points clés et également des précédents ateliers sous forme de capsules vidéo, de replays et de podcasts qui sont mis en ligne sur le site du PRITH d'Île-de-France, donc qui a été entièrement rénové en début d'année 2024 et qui cherche à faciliter l'accès aux différentes ressources. Voilà, donc je vais laisser la parole pour pouvoir vous présenter le contexte et le périmètre de cet atelier. Et merci à vous d'être présent. Eh bien, merci beaucoup, Laurence, pour ce propos introductif. L'atelier de ce matin est donc consacré à la procédure accélérée en Île-de-France. On va avoir trois principaux temps durant notre atelier. On va avoir un petit temps d'introduction pour vous rappeler un petit peu le cadre et le contexte de notre atelier. Vous présenter les résultats d'une petite étude, d'un petit état des lieux que nous avons réalisé en partenariat avec l'ensemble des MDPH franciliennes au cours de l'année 2024 pour justement voir un petit peu où est-ce que nous en étions dans le déploiement de cette procédure accélérée et quelles étaient les évolutions à intégrer. Et donc, ça nous amènera très naturellement sur le troisième point, à savoir les outils qui existent aujourd'hui pour mobiliser cette fameuse procédure accélérée. Et au-delà en fait des documents, eh bien en fait l'idée c'est de voir quels sont finalement un peu le cadre général de mobilisation de cette procédure accélérée, quelles sont les règles de déploiement. Donc on va essayer de découper les choses en trois temps. On va essayer de prendre 20-25 minutes pour que je puisse vous restituer les résultats de l'étude de l'état des lieux réalisé l'année dernière, prendre une demi-heure pour voilà, vous présenter les nouveaux documents qui seront mis à votre disposition sur les différents sites des MDPH franciliennes dès aujourd'hui et sur le site du PRIT Île-de-France également. Et on vous enverra un petit mail pour vous flécher les liens vers ces documents. Et évidemment, on prendra un petit peu de temps en fin d'atelier pour répondre à vos éventuelles questions. Alors, simplement sur l'introduction et la contextualisation de l'atelier. Pourquoi, en fait, les membres de l'IRCM présentés par Laurence Renaudy à l'instant ont fait le choix de travailler sur cette procédure accélérée? C'est que, voilà, il y avait une volonté des partenaires institutionnels de l'instance maintien de pouvoir savoir finalement où est-ce que nous en étions dans le déploiement de cette fameuse procédure accélérée en Île-de-France. Est-ce que l'ensemble des MDPH franciliennes la mettent en place ou non? Quelles sont les pratiques de mobilisation? Quelles sont les règles de mise en œuvre? Enfin, voilà, globalement, où est-ce qu'on en est? Sachant qu'il y a un historique, c'est que le PRITH Île-de-France avait aussi finalement été un peu à l'initiative, en lien avec l'MDPH évidemment, de la construction des outils de sollicitation que vous connaissez et qui datent maintenant d'un peu plus de 10 ans, puisque ça devait être en 2012 ou en 2013. Il y a eu vraiment une volonté de la part des membres de l'IRCM voilà, d'actualiser finalement un petit peu ces documents, en lien aussi avec la CNSA et les MDPH.
Comment est-ce que tout ça s'est passé? Eh ben, il y a un groupe de travail qui s'est mis en place au niveau de l'instance maintien, hein, pour cadrer les travaux et organiser les choses. On a ensuite, nous, essayé de prendre contact avec l'ensemble des MDPH franciliennes pour conduire des entretiens un peu qualitatifs. Il y a une enquête aussi qui a été adressée à l'ensemble des services de prévention et de santé au travail en Ile-de-France. Vous avez été nombreux à y répondre. On vous remercie. On va vous présenter aussi les résultats. Et puis derrière, donc, le croisement des résultats à la fois de l'enquête auprès des services de prévention de santé au travail et les entretiens avec la CNSA et les MDPH, voilà, nous a permis de produire un petit état des lieux, nous amenant derrière vers l'actualisation des documents de mobilisation de la procédure accélérée. C'est important que vous ayez bien en tête tout ce contexte, puisque l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous donner à voir sur pourquoi en fait on a actualisé ces documents et finalement ça trace aussi le chemin de l'actualisation de ces fameux documents et des différentes règles de mobilisation qu'on va vous présenter dans un deuxième temps. Je vous disais, il y a une enquête qui a été adressée auprès des services de prévention et de santé au travail d'Île-de-France. Vous voyez, vous avez à peu près 70% des SPST qui ont répondu qui étaient des services de prévention de santé au travail interentreprises et 30% du coup de SPST autonomes. Et on vous avait notamment demandé depuis combien de temps vous étiez au sein de votre service de prévention de santé au travail. Et vous voyez, on avait à peu près la moitié des répondants qui avaient une ancienneté dans le SPST de plus de 5 ans et du coup 50% un peu moins. Donc du coup, on a aussi des réponses qui sont intéressantes d'un point de vue des SPST parce que du coup, on a une antériorité dans vos fonctions et notamment dans le cadre de la mobilisation de la procédure accélérée qui sont relativement variables. Voilà simplement pour ce qui est du cadre méthodologique, je vais vraiment à l'essentiel pour qu'on puisse vite aller sur les éléments de l'état des lieux et puis derrière sur la présentation des nouveaux outils, des documents actualisés de la procédure accélérée. Mais à nouveau, c'est important qu'on retrace un petit peu l'historique parce que les choix qui ont été faits dans l'actualisation des modalités de mobilisation et de prescription de la procédure accélérée sont le fruit aussi des pratiques qui existaient jusque-là depuis une dizaine d'années. Alors, si on va sur la présentation des principaux résultats de l'état des lieux qui a été réalisé l'année dernière, et notamment au premier semestre 2024. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on va dire dans cet état des lieux qui, finalement, ont déjà une année. Donc, il y a des choses qui ont pu évoluer depuis, bien évidemment. Les principaux constats qui ont été mis en évidence en partenariat avec les MDPH. La première, c'est que, finalement, cette fameuse procédure accélérée, on s'est rendu compte qu'elle était mise en œuvre par la quasi-totalité des MDPH franciliennes sous des configurations ou des intitulés différents. On a des MDPH qui vont parler de procédure à l'initiative des médecins du travail, d'autres qui vont parler de fiche prite, certains qui vont parler de procédure accélérée. Les termes changent, mais globalement, tout le monde a déployé une procédure de ce type-là. L'année dernière, on avait uniquement la MDPH du 93 qui ne déployait pas de procédure accélérée à proprement parler, mais qui, en revanche, avait un équivalent avec la définition en interne de critères de gestion qui permettaient le traitement plus rapide d'une procédure d'obtention de RQTH dès lors où il y avait un risque de maintien en emploi, de sortie de l'emploi. Donc, on n'était pas sur l'usage des outils du PRIT tel que produit en 2013, mais on avait une procédure qui permettait quand même d'accélérer le traitement du dossier. Finalement, des MDPH avaient des critères qui permettaient d'accélérer le traitement d'un dossier jugé prioritaire, que ce soit dans le cadre de la procédure accélérée pour la RQTH ou que ce soit au travers d'autres critères. La petite difficulté, c'est que finalement, on n'a pas de données statistiques aujourd'hui qui nous permettent d'objectiver le poids et la part de ces procédures accélérées dans le flux de traitement de demandes de RQTH gérées par les MDPH. Il y avait des stats qui avaient été remontés par une seule MDPH il y a pas mal de temps, par la MDPH du Val d'Oise, sur la période 2015-2019, où on voyait que c'était environ 8-10% de RQTH qui étaient délivrés dans le cadre d'une procédure accélérée. Donc ça reste des volumes qui sont modestes, mais qui restent tout de même relativement conséquents. On vous a demandé en parallèle, vous, au service de prévention de santé au travail, si vous connaissiez bien cette fameuse procédure accélérée. Alors, du coup, vous voyez, les réponses sont assez unanimes. On a 86% des répondants de notre enquête, sur à peu près 200 répondants, qui nous ont dit bien connaître ou plutôt bien connaître cette fameuse procédure accélérée.
13% qui nous ont dit j'ai une connaissance limitée et seulement 2% des répondants qui nous disaient ne pas connaître cette procédure accélérée. Alors évidemment, il y a un petit biais sur cette réponse puisque les médecins du travail, les membres des équipes pluri qui ont répondu à notre enquête, généralement on répond à des enquêtes quand on connaît l'objet de l'enquête. Il est plutôt rare d'aller répondre à une enquête sur quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc évidemment, c'est un petit biais. Mais l'avantage, c'est que du coup, on a 98% des répondants de l'enquête qui connaissent cette procédure et donc derrière qui nous donnent des éléments d'information qui sont plutôt intéressants et qu'on a traités du coup pour actualiser ces fameux documents. On a demandé aussi au service de prévention de santé au travail combien de fois vous mobilisiez en moyenne cette procédure accélérée. Donc, déjà, on vous a demandé si vous aviez déjà sollicité des demandes de RQTH accélérées dans votre service de prévention de santé au travail. Vous avez dit oui à 96%. Et on vous a demandé combien en moyenne par mois. Alors, vous voyez, là, pour le coup, on a des réponses qui sont très hétérogènes. Moins d'une dizaine de fois par mois pour les 2 tiers des répondants. Pour 63% des répondants, c'était moins de 10 fois par mois. On a 13% des répondants qui nous ont dit entre 10 et 30 fois par mois. Et on a 1% des répondants qui nous ont dit entre 30 et 50 fois par mois. Bon, donc voilà. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que globalement, c'est moins de 10 fois par mois pour la grande majorité des services de prévention de santé au travail qui ont répondu. Mais ce que ça veut dire quand même, c'est que vous, les services de prévention de santé au travail, vous êtes des utilisateurs réguliers de cette fameuse procédure accélérée. D'où la nécessité, effectivement, de bien en connaître les contours, le périmètre, les objectifs et les usages. On a aussi, donc au-delà en fait du niveau de mobilisation et du niveau de connaissance des SPST de cette procédure, on a un petit peu regardé quels étaient les documents qui permettaient de mobiliser cette procédure-là. Est-ce que c'était les mêmes partout? Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que la grande majorité des MDPH permet l'entrée dans la procédure de la RQTH accélérée via la transmission de 4 documents qui vont être constitutifs du dossier. Il y a la fiche administrative de l'usager, il y a la fiche médicale qui va être remplie par le médecin du travail, et puis derrière, on va avoir un justificatif de domicile et un justificatif d'identité. Vous allez voir, on a des documents un peu équivalents. Dans la mise à jour, simplement, on a ajouté une notice explicative, enfin voilà, qui permet en fait de préciser plus naturellement les contours et les objectifs de cette fameuse procédure accélérée. On a pu voir également, dans le cadre de ce petit état des lieux, qu'on a certaines MDPH qui vont repérer les demandes urgentes, même lorsque le dépôt. Alors attention simplement à vos micros pour certains. Il y a des micros qui sont verts et ça peut voilà, gêner l'écoute par tout le monde. Donc, je disais simplement, on a certaines MDPH qui vont permettre d'accélérer le traitement de la demande, même lorsque l'usager va finalement déposer un dossier complet. Dès lors où, en fait, on a les dossiers de cette procédure accélérée, les fameux documents fiche print de 2013, qui sont bien intégrés dedans. Donc, voilà, on va avoir des pratiques en termes de repérage des critères d'urgence qui vont être relativement variables d'une procédure, d'une organisation à l'autre, d'une MDPH à l'autre. Par contre, ce qu'on a pu voir, c'est que donc, même si globalement ce sont ces 4 documents qui sont demandés un peu partout, on a pu voir que finalement on avait 2 versions des fiches médicales qui étaient en circulation et qui sont encore aujourd'hui, au moment où on se parle, encore en circulation, avec du coup derrière un usage un peu hétérogène selon les MDPH. Alors en soi, ça porte pas beaucoup de ça ne gêne pas spécialement, puisque vous voyez les 2 modèles qui existent, peut-être les avez-vous vus circuler, sont les 2 versions-là que vous avez à gauche et à droite. À gauche, où en fait, voilà, on n'a pas tout à fait la même manière de renseigner la nature médicale du handicap, où en fait on écrit les choses sur un modèle et où on coche sur le deuxième modèle. Mais voilà, ce qui est un petit peu différent aussi, c'est que c'est une version qui a été un peu retravaillée finalement. La petite difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a 2 modèles qui existent et qui se superposent. Et ça a pu générer un petit peu de confusion, à la fois au niveau des MDPH, mais aussi et surtout pour les services de prévention de santé au travail, qui finalement ne savent pas toujours quel est la dernière version à utiliser. Ça peut aussi évidemment poser de difficultés pour les usagers eux-mêmes qui voient 2 versions circuler, même si vous le voyez, elles sont quand même sensiblement les mêmes.
tout cas, nous, on s'est dit aussi, finalement, il faut quand même vraiment simplifier les choses et qu'on n'ait qu'une seule version, évidemment, qui circule. Voilà, je vois la question, quelle est la bonne version? En fait, les deux sont bonnes aujourd'hui. Donc, mais voilà, ça crée un petit peu de confusion, le fait d'avoir deux versions. Vous allez voir, aujourd'hui, on a donc refait avec les MDPH une seule version et c'est donc la version qui sera à utiliser, évidemment. OK pour ce qui est du niveau de connaissance et d'utilisation de cette procédure accélérée. OK pour ce qui est des différents documents qui permettent de prescrire cette fameuse procédure accélérée. En faisant cet état des lieux, on a aussi un petit peu questionné finalement les pratiques et les organisations qui étaient mises en place en interne au niveau des MDPH franciliennes. Sans jugement, évidemment, puisque chaque MDPH s'organise comme elle le souhaite, hein, en fonction voilà, de son organisation, de son historique, de ce qui est le plus fluide et des particularités aussi territoriales. Mais c'est intéressant du coup pour vous aussi que vous sachiez finalement comment est-ce que ça agit en interne. Donc, l'organisation interne et les procédures qui sont mises en place par l'MDPH, elles sont évidemment différentes d'une procédure, enfin d'une MDPH, pardon, à l'autre. Et parfois même, finalement, on a des MDPH qui vont avoir des organisations infra-territoriales un petit peu différentes en fonction voilà, de l'histoire et de l'organisation qui est mise en place. Alors, j'ai mon diapo, hop, voilà, qui avance tout seul. Alors, on a un peu de modèles, on a un peu de grands modèles, hein, même si vous voyez, on a anonymisé sur la droite, mais vous voyez un petit peu les différentes organisations qui existent. On a un peu deux grands modèles qui existent en interne. On a parfois des MDPH qui vont en fait avoir des équipes dédiées à l'instruction et à l'analyse des demandes de RQTH, hein, et qui vont du coup flécher les demandes qui s'inscrivent dans le cadre d'une procédure accélérée en les repérant dans le flux entrant et en les traitant en priorité. Certaines MDPH vont parler en fait d'analyse administrative de la demande. On ne va pas forcément toujours chercher une équipe pluridisciplinaire pour aller instruire le dossier. Parfois, on a des équipes dédiées aux demandes de RQTH et qui vont quand même rechercher ces équipes pluridisciplinaires en fonction de la nature et de la complexité du dossier. Bon, voilà, on a un peu différents types de configurations. Et puis, on a d'autres cas de figure où on a des MDPH qui ne vont pas forcément avoir d'équipe dédiée RQTH, qui vont mais organiser dans le flux entrant le repérage des demandes en procédure accélérée et qui, du coup, dans le traitement par les équipes pluridisciplinaires, vont demander à ce que ces procédures-là, à ce que ces demandes-là soient demandées et structurées, traitées prioritairement. Donc voilà, chaque MDPH a son organisation, chaque MDPH a mis en place ses équipes internes de manière un petit peu variable, mais vous allez voir, finalement, ça n'influe que très peu sur les délais moyens d'obtention de ces fameuses RQTH. Vous voyez, en moyenne, les délais oscillent entre 1 et 2 mois, entre le moment où le dossier est déposé et le moment où la RQTH est délivrée à quand même bien son nom, vous le voyez, puisqu'elle permet quand même de vraiment avoir des traitements prioritaires dans des délais très resserrés par les MDPH. Donc voilà, ça c'est un point qui est important. OK, donc ça, vous voyez, c'est un petit peu l'organisation, les us comment ça fonctionne, etc. Donc on a aussi demandé, finalement, pour quel type de situation, on allait chercher une procédure accélérée. Et c'est là où on a pu voir que finalement, il y avait des pratiques assez variables de la part des services de prévention et de santé au travail. La plupart des MDPH nous disent quoi? Elles nous disent, ben, finalement, on a trois principales typologies de situations pour lesquelles on a des demandes entrantes de procédures accélérées. Quand on a besoin d'un aménagement de poste qui est nécessaire pour assurer le maintien en emploi de l'agent ou du salarié, hein, si on est fonction publique ou secteur privé, soit pour des publics qui sont en risque d'inaptitude et pour lesquels on sait que l'RQTH va être un outil permettant de déployer des outils spécifiques, accessibles uniquement aux personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi, ou pour des personnes qui sont en arrêt de travail et pour lesquelles on pressent un risque, voilà, un risque d'inaptitude à terme, ou voilà, en tout cas des difficultés dans le retour à l'emploi. Ce qui est sûr, c'est que finalement, toutes les MDPH nous ont dit on a beaucoup de demandes de RQTH en procédure accélérée dès lors où on a besoin de mettre en place un aménagement de poste.
Et c'est presque finalement un peu un élément de surprise parce que vous le savez, aujourd'hui, la GFIP et le FIP-HFP ne demandent plus nécessairement à ce que la personne soit bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour pouvoir prétendre à un financement par le FIP ou la GFIP, mais à ce que il y ait un récépissé témoignant finalement du dépôt de dossier par l'usager. Donc à partir du moment où on a un dossier de demande de RQTH qui est déposé par la personne devient éligible aux aides du FIP-HFP et de la GFIP. Évidemment, avec tout ce qui va autour, c'est-à-dire un avis du médecin du travail qui préconise l'aménagement de poste, mettant en évidence la nécessité de cet aménagement pour assurer le maintien en emploi, etc. Mais en tout cas, il n'est pas nécessaire d'être reconnu pour pouvoir prétendre à un aménagement de poste. Mais pour autant, on voit bien que pour les services de prévention de santé au travail, pour les personnes elles-mêmes, on sent cette nécessité d'avoir cette fameuse RQTH qui est finalement une étape un peu décisive dans la légitimité en fait de demander un financement auprès de la GFIP ou du FIP-HFP. Et on vous a demandé aussi à vous, service de prévention de santé au travail, quels étaient un peu vos usages aussi. Pourquoi est-ce que vous allez mobiliser cette fameuse procédure accélérée? Et en fait, vous voyez, on retrouve exactement ce que nous disaient les MDPH de l'autre côté, en nous disant 94% d'entre vous ont dit pour des aménagements d'un poste de travail et pour accéder du coup au financement du FIP, de la GFIP ou de l'ETH pour ce qui est du secteur médico-social. Pour anticiper l'inaptitude d'un salarié ou d'un agent à 70%, pour préparer le retour à l'emploi d'un salarié ou d'un agent en arrêt de travail pour 74%. Et puis, vous avez été quand même nombreux à nous dire aussi pour orienter un salarié ou un agent vers une formation en vue d'une reconversion pro. Vous voyez, c'est 65%. Cocher plusieurs modalités de réponse, ce qui fait que le tout, évidemment, dépasse les 100% en somme. Et puis, préparer l'orientation vers un ESRP ou un ESPO pour 16% d'entre vous. Donc, vous voyez, ça colle entre ce que repèrent les MDPH d'un côté et puis ce que évidemment de l'autre. Ça, c'est Vous plutôt. pouvez nous dire, excusez-moi, rapidement, qu'est-ce que c'est? Je suis toute nouvelle, moi je suis en train de me reconvertir à la santé au travail, j'étais médecin généraliste avant. ESRP ou ESPO, je ne sais pas ce que c'est. C'est des établissements qui, en fait, accueillent des personnes en situation de handicap, bénéficiaires de l'obligation d'emploi, et qui proposent des actions de formation en vue d'une reconversion professionnelle. Merci. Voilà, et on pourra vous flécher, si vous le souhaitez, le guide du maintien en emploi dont parlait tout à l'heure Laurence Renaudier en introduction, qui détaille en fait l'ensemble des acteurs, des dispositifs et des outils mobilisables dans le cadre du maintien en emploi. Et notamment, vous avez une petite fiche qui détaille ce que sont que ces ESRP et ces ESPO. C'est tout un monde de sigles, le monde du maintien en emploi. Voilà. On vous a demandé aussi, service de prévention de santé au travail, voilà, quel regard vous portiez sur la procédure accélérée telle qu'elle était mise en place par le passé ou par les MDPH. Alors, vous nous disiez que globalement, vous étiez quand même satisfait, à 80%, vous évoquiez le fait que vous étiez satisfait de l'efficacité de la procédure actuelle pour favoriser le maintien dans ou en emploi. Hein, vous voyez, puisque vous étiez 16% à dire oui tout à fait et 64% à dire oui plutôt. Donc 80% de réponses positives, 17% à être un peu plus mesuré en disant non assez peu et 3% pas satisfait avec du non pas du tout. Donc quand même 80% d'entre vous, la grande majorité, hein, qui mettent en évidence l'efficacité de cette fameuse procédure accélérée. On a regardé, vous savez, je vous disais, il y a 20%, là, il y a 17% qui nous disent non assez peu et 3% qui nous disent non pas du tout. On a fait un petit zoom sur ces fameux 20%. Alors, ça ne représente pas beaucoup de personnes, hein, mais du coup, on allait demander pourquoi vous n'étiez pas satisfait. Et vous nous avez dit 78%, c'est les délais de traitement qui restaient un peu trop longs. On a vu tout à l'heure, c'est en moyenne entre 1 et 2 mois. Hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Bah voilà, c'est une moyenne, donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui étaient en dessous, il y a des moyennes qui étaient au-dessus. Donc ça peut, j'imagine, expliquer cette insatisfaction hein, dans les 20%, ceux qui nous disent c'est plutôt les délais de traitement. Certains qui nous parlent des critères d'éligibilité, on va y revenir juste après. La procédure de soumission des dossiers, la transparence dans l'attribution ou non de la RQTH. Voilà. Donc ça, c'était les principaux retours qui étaient faits. Mais à nouveau, sur 20% des 200 répondants tout à l'heure. Donc c'est vraiment plutôt minime, mais c'est intéressant quand même de les avoir en tête. Voilà. On a posé aussi des questions sur
une fois que la procédure accélérée, elle était déployée, enfin, l'RQTH, pardon, était délivré, ben, pour quelle typologie de durée? Est-ce que là, on a des écarts finalement entre les MDPH franciliennes? Donc, on a pu voir qu'effectivement, c'était le cas. On a des petites particularités. Donc, on va avoir des pratiques un petit peu différentes en fonction selon les caractéristiques des RQTH délivrés dans le cadre de la procédure accélérée ou diligentée. On a certaines MDPH qui ont par exemple fait le choix de limiter la durée de validité des RQTH qui étaient délivrés dans le cadre des procédures accélérées. Certaines sur 2 ans, d'autres sur 3 à 5 ans. Parfois, on va même avoir des cas de figure où la durée de délivrance ou de validité de la RQTH délivrée dans le cadre d'une procédure accélérée était variable selon l'âge du demandeur ou son antériorité dans les traitements au niveau de la MDPH. Donc voilà, ça c'est intéressant quand même de voir qu'en fonction de où on se situe, dans quel département, la procédure accélérée va pas avoir la même incidence sur la durée de validité de la RQTH. Voilà, certaines justifient le fait que on est dans une procédure d'urgence, on est dans une situation d'urgence, donc la RQTH, elle doit être mobilisée pour répondre à cette situation d'urgence, et donc la situation d'urgence, elle s'inscrit dans une temporalité bien définie, 2 ans, 3 ou 5 ans. Et puis il y a d'autres MDPH finalement qui disent procédure accélérée ou non, il y a quand même finalement cette évaluation de l'impact du handicap sur la capacité d'obtenir ou de rester dans l'emploi. Aujourd'hui, il y a quand même un mouvement un peu global pour aller vers des RQTH sans limitation de durée, SLD, et donc certaines appliquent ce principe-là, procédure accélérée ou non. Voilà. Donc ça dépend effectivement des procédures et puis un peu des lectures qu'ont les uns et les autres de cette fameuse procédure. On a aussi certaines RQTH qui ont fait le choix de définir des critères d'accès à la procédure accélérée. Certains nous disent, c'était l'esprit un peu initial de la procédure accélérée, que cette procédure, elle est réservée uniquement aux primo-demandeurs. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas la procédure accélérée dans le cadre d'un renouvellement. D'autres n'ont pas mis en place de critères particuliers pour entrer. Tout le monde peut entrer dès lors où il y a une situation d'urgence qui existe. Donc voilà, on a un petit peu différents cas de figure. Vous allez voir, tout ça va s'harmoniser dans le cadre de la procédure actualisée. On vous avait demandé aussi, à vous, service de prévention de santé au travail, quels étaient un peu votre regard par rapport aux modalités de communication et de coordination avec les MDPH sur cette fameuse procédure accélérée. Bon, voilà, c'était très partagé. 50% nous disaient oui, c'est très bien, c'est fluide, etc. D'autres qui nous disaient non, voilà, c'est pas hyper fluide, etc. Donc là-dessus, il y avait un partage à 50-50 à noter. Et enfin, peut-être la dernière petite information sur cet état des lieux, on a demandé au MDPH quelles étaient un peu les principales difficultés sur lesquelles finalement il fallait un peu corriger le tir dans le cadre de l'actualisation de ce document. Bon, qu'est-ce qui est sorti? C'est le fait qu'on a des documents, des procédures ou des pratiques qui étaient un peu hétérogènes d'une MDPH à l'autre. Quand bien même finalement on a une particularité en Île-de-France, c'est qu'il y a une porosité très forte entre les départements, puisqu'on peut habiter dans un département et travailler dans un autre département. Évidemment, c'est un peu le lot quotidien. On a une très très forte mobilité de domicile-travail qui invite évidemment à une certaine homogénéité des pratiques entre les MDPH franciliennes. On a aussi évoqué avec les MDPH le fait que ces fameuses fiches PRIT, parfois on a des documents, des informations qu'on demande qui ne sont pas forcément très utiles, etc., etc. Donc, qui avaient besoin un petit peu de les remettre à jour pour bien correspondre aux besoins actuels. Il y avait aussi un enjeu et un besoin d'informer les services de prévention de santé au travail, interentreprises comme autonomes, sur les différents documents, les outils, l'esprit aussi de cette fameuse procédure accélérée. Donc, c'est aussi un des objectifs de cet atelier de ce matin. Et du coup, on a posé la même question aux services de prévention de santé au travail de l'autre côté, qui nous disent exactement la même chose. C'est-à-dire, en gros, voilà, nécessité de faire évoluer les documents à renseigner pour engager la procédure accélérée, pour que ce soit plus simple, pour que, il y ait les bonnes informations qui soient demandées dedans. La nécessité d'harmoniser les documents, c'est revenu aussi. Vraiment, il y a un alignement total et complet entre les attentes des MDPH et puis les attentes des services de prévention de santé au travail. C'est parfait. C'est merveilleux et c'est la raison pour laquelle, du coup, on a actualisé ces documents en tenant compte de ces éléments-là. Juste vous donner quelques informations sur quelles ont été un peu les lignes directrices de cette actualisation. Alors, vous les avez, c'est en lien direct, évidemment, avec
les difficultés qui étaient recensées préalablement, c'est déjà n'avoir qu'une seule trame pour l'ensemble des MDPH franciliens. Qu'il y a eu, on l'a dit tout à l'heure, un peu 2 documents qui ont circulé. Ça génère de la confusion. Stop. On repart sur une seule et unique version. 2, essayer de renforcer les modalités d'entrée dans cette procédure accélérée. C'est-à-dire qu'il faut presque en revenir finalement un peu à la lettre, à l'esprit de cette fameuse procédure accélérée. Pour éviter, d'engorger les MDPH un peu inutilement. 2, aussi refaire un peu d'informations auprès des salariés ou des agents pour expliquer que cette procédure accélérée, elle doit répondre à des situations d'urgence. Et donc, ce n'est pas un outil un peu dérivé pour un peu passer devant tout le monde. 3, l'idée, c'est aussi de pouvoir avoir des documents qui sont modifiables en ligne. Il y a une informatisation, etc. Donc, vous allez voir, les documents, ils sont notamment en PDF modifiables pour faciliter un petit peu les choses. Avoir un peu plus d'infos sur les délais, les mécanismes d'attribution. Préciser aussi, parce que ça revenait assez souvent, le fait que le taux d'incapacité n'est pas délivré dans le cadre de cette fameuse procédure accélérée, alors que c'est souvent quelque chose qui revient, qui est demandé, etc. Donc, si on veut une évaluation de son taux de capacité, ce n'est pas la procédure accélérée qui permet de l'avoir. Et puis voilà, pouvoir apporter des précisions sur les conditions d'entrée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que c'est réservé aux primo-accédants ou non, etc. Donc il y a 3 documents qui ont été produits. Il y a une fiche dite administrative, il y a une fiche dite médicale et il y a une notice explicative. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on les balaie en fait ensemble, les 3, avant que vous puissiez les télécharger, évidemment, dans la journée, tout à l'heure. Donc, évidemment, 3 documents qui n'ont pas les mêmes objectifs. La notice explicative qui, en fait, a pour objectif de reposer le cadre, à quoi ça sert cette fameuse procédure accélérée, dans quel type de situation on peut l'utiliser, etc. La fiche administrative, c'est du coup à renseigner par l'intéressé. C'est la personne qui va être bénéficiaire de cette fameuse procédure accélérée qui va du coup le renseigner, c'est ses informations à lui, etc. Et puis la fiche médicale, là, qui va être l'apanage du médecin du travail. Donc, je vous propose qu'on les balaye les unes après les autres et on va commencer par la notice explicative. Alors, il faut juste que j'aille la chercher, mais ça va aller relativement vite. Version 2025. Hop, notice explicative. Alors, ça s'affiche tout doucement. Anne-Cécile, je vous en prie, allez-y. Oui, juste avant qu'on passe au second, à cette partie-là, en fait, Pierre, je l'ai mis dans le chat, mais c'est vrai aussi que ce qui avait conduit les travaux du groupe dans la lisibilité, c'est qu'on avait bien en tête, pour la simplification aussi pour les équipes des SPSTI, c'est qu'un service de santé au travail et pour le compte de son employeur peut être amené à traiter des situations de bénéficiaires de différents départements. Donc là, effectivement, vous avez présenté un retour d'enquête, je dirais, de l'arrière-cuisine des MDPH, donc des pratiques peut-être différentes, etc. Mais on va chercher à, on va dire, simplifier et à harmoniser l'accès de la vitrine pour que le SPSTI, quand ils vont accompagner des salariés ou agents, qu'ils soient de tel ou tel département, ce soit simplifié et pas se dire alors ça c'est un salarié de tel territoire donc il faut que je fasse comme ça, là c'est un salarié de tel territoire donc il faut que je fasse comme ça, et ça me semblait important de le repréciser aussi. On est dans une logique de travailler aussi à la simplification aussi pour les équipes des SPSTI, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Merci pour cette précision, Anne-Cécile, qui est effectivement important, et ça a été aussi finalement ce qui a guidé le travail conduit par l'MDPH elle-même, de rendre service évidemment aux usagers et aux acteurs qui les accompagnent. Plein écran. Hop. Voilà, j'imagine que c'est mieux comme ça. Alors, du coup, la notice explicative, on va la relire ensemble parce que du coup, finalement, c'est un petit peu le fruit de toutes les réflexions qu'on a pu avoir avec l'MDPH au cours du 2e semestre 2024 et puis tout début 2025, et qui a été un travail aussi finalement de reconstruction de cette procédure accélérée, de retrouver les éléments qui font consensus pour que l'esprit de cette procédure accélérée soit la même partout. Et ça, c'est vraiment en lien avec ce que tu disais, Anne-Cécile, tout de suite. Donc voilà, vous êtes un professionnel du maintien en emploi, médecin du travail, référent handicap, membre d'un SPST, conseil de service public de l'emploi, etc. Et accompagner un salarié
ou un agent, hein, puisqu'évidemment, cette procédure accélérée, elle est mobilisable autant pour un salarié relevant du secteur privé que pour un agent relevant de la fonction publique. Donc, et vous accompagnez un salarié ou un agent rencontrant une problématique de santé, qui génère un risque réel et immédiat concernant son maintien en emploi. Vous pouvez l'accompagner dans la prise en compte rapide de sa demande de RQTH via la procédure accélérée afin de mettre en œuvre rapidement les mesures de compensation adéquates. Okay. Donc, la procédure accélérée est mise en œuvre en Ile-de-France par l'ensemble des MDPH. Donc, elle permettra au salarié de disposer d'un délai resserré pour l'étude de sa première demande de RQTH. Information quand même importante, hein, on le disait tout à l'heure. Est-ce que cette procédure accélérée elle est mobilisable pour la 5e, le 6e, le 7e renouvellement ou non? Là, on a bien réaffirmé dans cette notice explicative qu'il s'agissait bien d'un outil mobilisable pour la première demande de RQTH. Nous avons noté donc depuis la loi plein emploi du 18 décembre 2023, les droits ouverts aux personnes titulaires d'une RQTH sont étendus à l'ensemble des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Ainsi, si votre agent ou votre salarié est bénéficiaire de l'obligation d'emploi, la procédure accélérée n'est pas nécessaire car il peut déjà accéder aux aides et aux mesures en faveur du maintien en emploi. Donc ici, en fait, c'est simplement rappeler que finalement, dans le statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, il y a les personnes titulaires d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais il y a évidemment d'autres justificatifs qui donnent accès aux mêmes droits, que les personnes soient qui disposent d'une AH, que les personnes dans la fonction publique soient reclassées par exemple statutairement, soit bénéficiaires d'une ATI, enfin tous les justificatifs en fait qui permettent d'être comptabilisés dans les fameux 6%, pour le dire simplement, sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi et donc peuvent accéder au même titre que les personnes RQTH aux aides et outils qui sont ouverts aux personnes reconnues administrativement comme étant en situation de handicap. Alors après, on a rappelé quelques points de vigilance et c'est vraiment important, ces quelques points de vigilance, c'est vraiment la clé. Ça, c'est vraiment très important de les avoir en tête parce que c'est l'objectif de résoudre un certain nombre de difficultés qui ont été repérées jusque-là. D'abord, dire que seul le médecin du travail peut renseigner la fiche médicale. C'est vraiment le médecin du travail qui, voilà, et j'allais dire décisionnaire, prescripteur finalement de la mise en œuvre de cette procédure accélérée. Ça n'est pas le médecin généraliste, ça ne peut pas être un spécialiste, c'est vraiment le médecin du travail. Donc ça, c'est vraiment hyper important de l'avoir bien en tête. On a pu voir effectivement des écarts là-dessus. Donc, plus d'écart, médecin du travail. Le risque de désinsertion professionnelle doit être réel et immédiat. Autrement dit, on ne mobilise une procédure accélérée que lorsqu'il y a un risque réel, imminent pour le salarié ou pour l'agent de sortie de l'emploi. Parce que pas d'aménagement de poste possible, parce que risque de désinsertion pro, parce que risque d'inaptitude, etc., etc. Mais il faut du coup que ce risque de désinsertion professionnelle soit immédiat et soit réel, important, etc. Donc on ne fait pas une procédure accélérée parce que voilà, sinon on considère que c'est un peu long, c'est vraiment l'esprit de cette procédure accélérée. On le disait tout à l'heure, la procédure accélérée ne peut être mise en œuvre que dans le cas d'une première demande de RQTH. Donc si la personne doit déjà avoir une RQTH, on passe par la procédure de renouvellement classique pour la renouveler, on ne passe pas par une procédure accélérée. Et comme on le disait tout à l'heure, il n'est pas nécessaire de disposer d'une RQTH pour solliciter les financements du FIPHFP pour la partie fonction publique ou de la GFIP pour le secteur privé, quand on veut par exemple aménager un poste. Et je vois par exemple un commentaire où on nous dit c'est dommage car avec cette reconnaissance ça nous permet d'aménager rapidement, est-elle adaptée? Eh bien là en l'occurrence, justement, en fait ce qu'on dit c'est qu'à partir du moment où il y a un dépôt de dossier auprès de la MDPH, notamment en dehors d'une procédure accélérée, eh bien le récépissé va suffire, avec évidemment un avis du médecin du travail qui explique, qui justifie la nécessité de mettre en place un aménagement de poste pour maintenir dans l'emploi le salarié ou l'agent, mais ça suffira. On n'a pas forcément besoin d'avoir la RQTH qui est délivrée. Alors évidemment, il faut qu'elle le soit par la suite, mais voilà. Donc ça c'est vraiment très important. Ok, ça, c'est vraiment très important.
Donc, pour information, ce qu'on a dit aussi, c'est que la procédure accélérée, elle ne donne pas lieu à l'évaluation du taux d'incapacité, qui est, elle, vous savez, nécessaire dans le calcul des droits en vue d'une retraite anticipée. On a mis un petit lien aussi derrière pour pouvoir aller vous donner d'autres informations sur la retraite anticipée. On a fait un lien comme ça, le site internet est toujours à jour. Et on a précisé aussi que la procédure accélérée ne permet pas de solliciter d'autres droits auprès de la MDPH, que ce soit une AH, que ce soit une carte mobilité inclusion, l'orientation vers un ESRP, on en parlait tout à l'heure. La procédure accélérée, elle sert à obtenir une RQTH uniquement. On n'utilise pas la procédure accélérée pour aller demander d'autres justificatifs ou d'autres droits au sein de sa MDPH. Voilà. Et puis ce qu'on a précisé, c'est que comme la procédure classique, la procédure accélérée est à déposer au sein de la MDPH relevant du département de résidence de la personne accompagnée. Pour que le dossier soit traité dans les meilleurs délais, il doit comprendre les documents suivants: la fiche médicale que je vais vous présenter dans une seconde, la fiche administrative que je vais vous présenter dans 2 secondes, et puis un justificatif de domicile et un justificatif d'identité. Et je vous en confirme bien, j'ai vu passer la question en dessous, que derrière, on a mis à jour les contacts des MDPH franciliennes. Donc voilà, pour le 75, paf, c'est ce site internet. On vous a mis les coordonnées. Soit il y a du téléphone, soit il y a des mails, parfois il y a un formulaire de contact. Vous pourrez aussi parfois scanner via un QR code. Enfin voilà, chaque MDPH a ses modalités d'entrée, ses outils de com et d'information qui sont différents, mais vous trouverez toutes les informations utiles pour chacune de ces MDPH. Et là, ces documents, ils ont été actualisés, donc tous les liens sont valides, toutes les adresses mail sont les bonnes. Voilà, pas d'inquiétude à avoir par rapport à tout ça. Donc, vous voyez, cette notice explicative, vous pourrez la relire évidemment à tête reposée, mais elle est vraiment très importante parce qu'elle est le fruit d'un consensus important entre l'ensemble des MDPH franciliennes, où je peux vous assurer qu'on a sous-pesé chaque virgule, chaque mot, on a fait des choix tous ensemble. Donc voilà, c'est vraiment l'esprit de cette procédure accélérée. C'est vraiment important que vous ayez en tête ce petit document de notice explicative. L'autre document, je vais aller très vite là-dessus, c'est la fiche administrative. Rien d'extraordinaire là-dessus. C'est surtout une mise à jour du document que vous connaissiez jusque-là. Alors attendez, je mets en plein écran. Hop, voilà. Mais on a vraiment gardé ce qui existait préalablement. Donc ça, c'est la fiche administrative qui est à remplir par l'intéressé. Donc, il faudra qu'il joigne, on le disait, une photocopie de la CNI ou de son titre de séjour et de travail en cours de validité, un justif de domicile de moins de 3 mois au nom du demandeur, pour la domiciliation administrative ou une attestation d'hébergement. Enfin, voilà, ça, c'est ce que vous connaissiez aussi jusque-là. Et rien d'incroyable, nom, prénom, nom de naissance, date de naissance, situation familiale, la nationalité, le numéro de téléphone, le mail, son adresse, le code postal, la ville. Est-ce qu'il a déjà été bénéficiaire d'un 3 MDPH? Ça, c'est pour permettre à la MDPH de reprendre l'historique de la situation de la personne. Oui, non. Dans quel département? Et puis, le numéro de dossier, si la personne arrive à le retrouver. C'est très facile, c'est très pratique et ça permet à la MDPH de retrouver l'information rapidement. On a demandé aussi à l'intéressé quel était un petit peu le motif de la demande, voilà, pour que lui puisse nous expliquer déjà son poste de travail, quelles sont les missions qu'il exerce, quelles sont les tâches qui sont les siennes. Hop, il peut expliquer ça ici. Quels sont les impacts de sa problématique de santé sur son emploi? Il peut écrire tout ça aussi ici. Et puis voilà, où est-ce que c'est fait, la date et sa signature. Donc, rien d'extraordinaire, c'est vraiment ce qui avait été fait jusque-là, ce qui existait jusque-là, simplement, c'est fait un petit peu différemment. Là, en revanche, où j'imagine que vous avez des attentes bien particulières, c'est sur les documents que vous allez devoir renseigner pour cette fameuse procédure accélérée. Donc, la fiche médicale qui est à renseigner, on l'a dit, uniquement par le médecin du travail. Donc, identité du salarié ou de l'agent, nom, prénom, date de naissance, adresse du salarié ou de l'agent, ok, classique. La situation du salarié, de l'agent avec son employeur, donc la date et l'adresse de l'entreprise, la date d'embauche dans l'entreprise, le type de contrat, est-ce que c'est un CDD, un CDI, etc. Son temps de travail, l'intitulé exact du poste, le poste actuel occupé depuis et la description du poste de travail.
les missions et les tâches. Donc l'idée, c'est qu'il y ait une forme de correspondance, évidemment, entre ça et ce qu'a renseigné la personne. Alors, je vois une petite question tout à l'heure. Vous dites pourquoi demander un ancien numéro de dossier si la demande accélérée n'est faite que pour initier de nouvelles demandes de RQTH? Il arrive parfois qu'on ait une personne qui ait un justificatif, un autre droit qui était ouvert par le passé par la personne, mais qui n'est pas une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. On peut aussi avoir des personnes qui ont un dossier historique parce que enfant, ils avaient fait des demandes, etc. Donc voilà, on peut avoir une personne qui a un historique en termes de droit, etc. Au sein d'une MDPH sans pour autant qu'il ait fait une demande de RQTH par le passé. Donc voilà, en gros, première catégorie, identité du salarié de l'agent, situation du salarié de l'agent avec son employeur, les difficultés rencontrées dans l'emploi. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir expliquer en fait pourquoi la personne a besoin de cette fameuse procédure accélérée. Donc la pathologie ou les pathologies qui motivent la demande, donc la pathologie principale, on va dire. On vous a aussi laissé un petit encart parce que parfois on a d'autres pathologies associées qui peuvent avoir une incidence sur le maintien dans l'emploi. Et donc c'est quand même important pour la MDPH d'en avoir connaissance. Alors, pardon, je ne sais pas pourquoi des fois ça saute. Les répercussions sur le poste de travail. Est-ce qu'il y a déjà des aménagements de poste qui existent ou est-ce qu'il y en a certains qui sont envisagés? Voilà. L'idée, c'est d'expliquer ça en quelques mots. Est-ce que la personne est en arrêt de travail? Oui, non. Si oui, depuis quand? Est-ce qu'il y a une visite de pré-reprise qui a déjà eu lieu? Oui, non. Ou alors, est-ce qu'il y en a une qui est prévue? Oui, non. Et préciser à chaque fois la date. En dessous, on a demandé si est-ce qu'il y a un avis d'inaptitude qui est envisagé et ou prononcé? Oui, non. Si oui, à quelle date? Et est-ce que vous repérez, vous, un risque de licenciement pour inaptitude? Oui, non. Ces éléments-là, en fait, ils conditionnent le fait que il y a besoin ou non d'une procédure accélérée, en fait, tout simplement. Et puis, on vous a demandé, en fait, de le dire précisément, hein, en quoi la procédure accélérée est-elle nécessaire pour garantir le maintien en emploi du salarié ou de l'agent? Est-ce que c'est pour aménager de manière urgente le poste de travail? Est-ce que c'est pour préparer le retour à l'emploi? Est-ce que c'est pour anticiper une inaptitude? Est-ce que c'est pour orienter vers une formation en vue d'une reconversion pro? Est-ce que c'est pour orienter vers un ESRP ou un ESPO? Ou pour une autre raison que vous êtes libre de justifier, évidemment. Donc voilà, là, c'est des cas d'usage, vous l'avez vu, hein, on l'a dit tout à l'heure, qui sont les plus récurrents. Voilà, et donc coordonnées signature derrière du prescripteur. Donc là, vous dites hein, votre nom, votre prénom, votre organisme, votre mail, votre téléphone. Voilà. Quand est-ce que vous avez fait ce document, la date, le lieu et la signature ou le cachet. Voilà, donc ça c'est classique à ce que vous aviez connu jusque-là. Donc on a essayé de vous simplifier les choses au maximum, vous voyez, en prédéfinissant les catégories qui reviennent le plus souvent, etc. Par contre, vous voyez quand même dans cette version actualisée des documents, il y a quand même cette volonté de resserrer un tout petit peu les cas d'usage de la mobilisation de cette procédure accélérée. On l'a dit, primo-demande, ça c'est une chose, mais aussi derrière, dès lors où il y a un risque réel et imminent de sortie de l'emploi ou un risque réel et imminent sur la désinsertion professionnelle de la personne. Voilà, pour ce qui est des différents documents qui vous sont proposés. En guise de conclusion, et après il faut qu'on clôture parce que je vois qu'il est déjà 12h30 et on a pas mal de personnes qui nous quittent. Je vous mets le lien dans le chat vers le formulaire d'évaluation. Vous savez, on a vraiment besoin d'avoir un retour de votre part sur la conduite de ces ateliers. Bien particulier aujourd'hui, hein, puisque l'idée c'était de vous présenter une évolution d'un outil qui existe déjà. Mais vous l'avez compris, il y a tous les petits cas individuels, les cas de figure bien spécifiques, ou les pratiques aussi qui existaient jusque-là des uns et des autres, qui finalement voilà, nécessitent d'aller vers une forme d'harmonisation. Mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif et qu'on ne se perde pas dans les discussions, dans les cas individuels, dans les regards des uns et des autres. L'objectif, vous l'avez vu, et c'est un petit peu ce que rappelait aussi Madame de Manceau tout à l'heure, c'est que, on avait des pratiques, on avait des procédures, on avait des documents qui étaient variables d'une MDPH à l'autre. Or, on a de la mobilité de nos salariés. Donc, il fallait un document bien à jour pour tout le monde. C'est les documents qu'on vous a présentés ce matin. Ce sont les documents qu'on vous a présentés ce matin. 2, il fallait qu'on reprécise les périmètres et les contours
de cette procédure accélérée? Est-ce que c'est uniquement pour les primo-demandes ou pas? Est-ce que c'est uniquement quand il y a un risque d'inaptitude à terme ou pas? Donc tout ça a été reprécisé à nouveau avec un travail de fourmi réalisé par l'MDPH francilienne pour vous proposer quelque chose qui soit clair, uniforme, homogène et qui surtout serve dans des délais resserrés aux salariés et aux agents concernés. C'est ça l'esprit de la procédure accélérée. Donc, gardez bien en tête, je me permets juste d'aller au bout, gardez bien en tête qu'il faut bien distinguer les demandes de droit, d'ouverture de droit que vous faites pour vos salariés ou vos agents en fonction de leurs besoins, de la procédure RQTH accélérée. Voilà, il ne faut pas que vous mélangiez les deux. Vous avez une situation d'inaptitude à terme ou un risque de sortie, un risque pour le maintien en emploi, un risque de désinsertion pro. Il faut aller vite, il faut mettre en place des aménagements. Ils ne pourraient pas être mis en place. Il y a une risque de sortie de l'emploi. C'est la procédure accélérée. Si c'est pour de l'aménagement de poste, etc., qui en fait ne nécessite pas, ne revêtent pas le caractère urgent, c'est la procédure normale. C'est aussi simple que ça, finalement. Donc voilà, nous les documents, ils vont être mis en ligne sur le site du PRITH et sur les sites des MDPH. J'ai juste vu tout à l'heure dans les commentaires qu'il y a un besoin peut-être de revoir au niveau du cadre, parce que peut-être que le PDF ne s'ouvre pas quand on est bavard et qu'on dépasse un peu la ligne. Donc ça, il faut qu'on surveille pour voir si on a besoin de faire une petite correction. Donc ça, on va y veiller, vous inquiétez pas. Mais voilà, en tout cas, gardez bien en tête que le principe, urgence, première demande, procédure accélérée, et le tout est simplifié par rapport à ce que vous connaissiez auparavant. Voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on parte tous avec ces éléments en tête ce matin. Juste, je vous remercie beaucoup pour la présentation. Juste nous préciser vraiment le chemin pour avoir accès à tous ces documents. Je vous envoie par mail tout à l'heure le lien. Dès que ce sera en ligne sur le site du Péritage, je vous ferai un petit mail. Voilà, je ferai un mail à tout le monde avec le lien. Voilà, il faut juste qu'on mette en ligne, nous, le replay et tout ça, mais ça va arriver relativement vite. Très bien, merci infiniment. OK. Allez, écoutez, merci à toutes et à tous. On voit que ça génère beaucoup d'intérêt, cette question, ce sujet de la procédure accélérée. Bon, ça veut dire que voilà, vous avez envie de la mettre en place pour vos salariés, donc c'est la bonne nouvelle. Merci en tout cas à vous pour votre présence ce matin. On revient vers vous très vite avec ces fameux documents. On fait des petits tests pour voir ces histoires de PDF qui s'allongent ou pas. Et puis voilà, on revient vers vous. Et puis après, n'hésitez pas évidemment à questionner vos MDPH respectives. Voilà, sur s'il y a des questions plus spécifiques sur l'envoi par mail, pas par mail, etc. En tout cas, on vous remercie, on vous souhaite un très bon appétit et puis on vous dit à très vite. Merci beaucoup. Encore. Bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.